Bonjour à tous, voici les titres de ce samedi 13h. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, a ouvert ce vendredi la première journée du producteur du coton et de l'anacarde. Les acteurs saluent les réformes qui ont abouti à plusieurs acquis, entre autres l'amélioration des revenus et la hausse de la production. Résultat, le prix marchand de la noix de cajou pour la campagne 2025 est fixé à 425 francs CFA le kilogramme. Nous serons au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville pour le lancement de la Journée internationale des droits de la femme 2025. Lancement par la ministre Nasséné Touré. Cette année, les activités vont se dérouler autour du thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir ». Et puis le gouvernement israélien a approuvé dans la nuit d'hier à aujourd'hui le plan de trêve avec le Hamas prévoyant la libération d'otages détenus à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens. 737 prisonniers et détenus seront libérés selon le ministère de la Justice. Bienvenue à vous tous. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, a ouvert ce vendredi la première journée du producteur du coton et de l'anacarde. Amélioration des revenus, hausse de la production et de la transformation locale. Les acteurs saluent la réforme, ou alors les réformes qui ont abouti à ces acquis. Voilà qui débouche sur une hausse du prix marchand de la noix de cajou. Mama Traoré. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer, au nom du vice-président de la République, que le prix marchand de la noix de cajou est fixé à 425 francs. Ce prix d'achat, en hausse de 54% par rapport à la précédente campagne, est annoncé à l'occasion de la première journée nationale du producteur du coton et de l'anacarde. Le vice-président Timoko Meïlie Koné est venu ouvrir les travaux de cette journée, initiée en vue de célébrer le monde paysan. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou et quatrième pays africain producteur de coton, compte plus de 450 000 producteurs de cajou et 120 000 planteurs de coton. Leur courage et leur détermination méritent notre reconnaissance. Ils ont su conjuguer tradition et innovation, contribuant ainsi à la prospérité des zones rurales et à l'essor de notre agriculture. Les acteurs reconnaissent que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour nos deux filières. Des subventions de plus de 100 milliards de nos francs ont été octroyées ces 3 dernières campagnes aux producteurs du coton pour améliorer le prix d'achat du coton graines et réduire le prix des engrais. Les prix fixés dans la filière anacarde ont généré pour les producteurs des revenus de l'ordre de 335 milliards de nos francs par année sur les 5 dernières années. Depuis 2013, le binôme anacarde-coton connaît un essor de 352 000 tonnes. La production nationale de coton avoisine aujourd'hui les 600 000 tonnes. Quant au cajou, le volume de noix récoltées s'est accru en l'espace d'une décennie, passant de 500 000 tonnes à 1,2 million de tonnes en 2023. Ces progrès sont le fruit d'une réforme engagée en 2013 par le gouvernement. Chers parents producteurs, nous sommes appelés à accroître notre productivité et à maintenir la qualité de nos produits. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, je puis vous assurer que le président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara et son gouvernement demeurent aux côtés des producteurs dans cette quête de l'excellence, car c'est ensemble, en conjuguant nos efforts et notre détermination, que nous parviendrons à propulser notre agriculture vers un avenir encore plus prospère et durable. Assurant les producteurs du soutien de l'État, le vice-président Timoko Meïlie les engage à relever les défis liés à la durabilité des deux filières. Il nous faut ainsi veiller, dans la mise en œuvre de nos politiques, à continuer de promouvoir des pratiques agricoles tenant compte des défis environnementaux et climatiques. À cet égard, il est impératif que nous adoptions des technologies modernes et que nous mettions la recherche scientifique au cœur de nos actions afin d'assurer la résilience et la pérennité des filières concernées. La transparence et la traçabilité, depuis l'achat jusqu'à l'exportation, doivent être aussi assurées. Et les réformes stratégiques initiées par le gouvernement doivent être mises en œuvre avec efficacité et rigueur.
Rigueur et surtout vigilance face à l'exportation illégale des produits, la traque est d'actualité. Ces pratiques illicites compromettent la transparence et privent les filières de ressources importantes. Une collaboration étroite, soutenue par des contrôles rigoureux, est donc indispensable pour lutter contre ce fléau. Outre la célébration des meilleurs acteurs, le défi d'améliorer le niveau de transformation des deux produits de rente va également meubler cette première journée nationale du producteur du coton et de l'anacarde. L'objectif visé est de hisser le taux de transformation du cajou, actuellement de 30%, à 50% d'ici 2030. La Banque européenne d'investissement s'apprête à débloquer 200 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Le sujet au centre d'échange entre le vice-président de la République, Timoko Melie Koné, et le vice-président de la Banque. Dramé Lamine, Fatou Fofana. En visite de travail en terre ivoirienne, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, a été reçu ce vendredi 17 janvier par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Melie Koné. Il annonce un soutien économique de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, dans des domaines comme l'agriculture durable, la création d'emplois pour les jeunes ou encore la formation à de nouveaux corps de métier. Nous avons annoncé depuis l'arrivée de la mission des projets qui se montent au total à près de 200 milliards de francs CFA, 300 millions d'euros, qui sont des projets principalement sur le soutien à la stratégie ivoirienne de reforestation et de reforestation durable, et des soutiens à la BNI qui va mettre en place une stratégie de soutien aux petites entreprises coopératives qui sont présentes dans le domaine du cacao durable. Et tout ça correspond aux priorités de l'Union européenne qui sont à la fois le soutien à la transition bas carbone et le soutien au cacao durable. Lors de cette rencontre au palais présidentiel d'Abidjan, le vice-président de la Banque européenne d'investissement était accompagné de la représentante de la Commission européenne pour les partenariats internationaux. Myriam Ferrand assure d'un appui de l'Union européenne au développement inclusif de l'économie ivoirienne. En appui de la Banque européenne d'investissement, nous représentons l'offre européenne de soutien à la Côte d'Ivoire à travers un partenariat qui est extrêmement fort. Également pour envisager des pistes futures de coopération entre l'Union européenne en format équipe Europe. Et ce que nous appelons équipe Europe, c'est le fait que toutes les institutions européennes, tous les États membres, la Banque européenne d'investissement et les autres banques nationales coopèrent ensemble pour soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ses priorités. Cet important investissement en Côte d'Ivoire se matérialise déjà par plusieurs signatures d'accords, notamment sur le financement de la lutte contre la déforestation, le développement de la cacaoculture durable et l'acquisition d'actions supplémentaires au sein de l'Agence pour l'assurance du commerce et de l'investissement en Afrique. On en vient au lancement de la Journée internationale des droits de la femme 2025, lancement par la ministre Nassénéba Touré. Cette année, les activités vont se dérouler autour du thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir ». Le point de Aminata Sanogo et Devi Soyo. La femme, la famille de l'enfant. Un panel de haut niveau sur les droits de la femme plante le décor des activités de lancement de la Journée internationale des droits de la femme, GIF 2025. Occasion pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'égrener les actions posées par le gouvernement pour la promotion des droits de la gente féminine. Depuis 1995, la Côte d'Ivoire a enregistré des avancées significatives. L'autonomisation économique des femmes, grâce à des initiatives diverses, le Fonds Bassi, le Fonds Femmes Développement et le dernier né, programme très innovant, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. L'intégration des femmes dans les secteurs autrefois réservés aux hommes, comme la gendarmerie nationale, corps d'élite de notre armée, le renforcement du cadre juridique avec des droits innovants sur la succession, la filiation, le mariage et la lutte contre les violences basées sur le genre. L'augmentation de la représentativité des femmes dans les instances de décision.
Pour Nasseneba Touré, la Journée internationale des droits de la femme, édition 2025, vise également à mobiliser toutes les femmes de Côte d'Ivoire autour de leurs droits. Un avis partagé par la marraine de la cérémonie de lancement, par ailleurs présidente du Sénat. Kandia Kamisoko Kamara engage son institution à accompagner toutes les initiatives en lien avec les droits de la gente féminine. En marquant l'engagement de l'institution que j'ai l'honneur de présider sur toutes les questions du genre et principalement celle des droits de la femme. L'une des priorités des missions législatives du Sénat étant d'œuvrer pour le renforcement d'une société égalitaire en Côte d'Ivoire, les droits de la femme et les intérêts des couches vulnérables sont en bonne place dans notre feuille de route. La Journée internationale de la femme est donc une excellente occasion de s'imprégner des problématiques cruciales liées à celle-ci. La Journée internationale des droits de la femme, édition 2025, est prévue pour le 8 mars à Dimbokro, région du Nzi. Thème, droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir. Symbole de cette journée, le pagne de la GIF 2025 est présenté au cours de cette rencontre de lancement. Après le travail bien fait, les récompenses suivant la deuxième édition des awards de la maternité. Dans le Gontougo, les meilleurs agents de santé et les établissements sanitaires ont été primés. C'est ce que nous apprend Herman Yamia. Les meilleurs mères et pères ainsi que les meilleurs agents de santé et établissements sanitaires du Gontougo primés à cette deuxième édition des awards de la maternité. Selon l'initiatrice, cette célébration veut saluer ces personnes qui sont directement liées à son cœur de cible, qui est le bébé. Cette cérémonie pour susciter une saine émulation entre les acteurs de la santé et de la reproduction, créer un engouement et également stimuler l'excellence au sein des agents des centres de santé, notamment des maternités, qui s'occupent de la prise en charge de la mère et du bébé. Également au niveau des mères elles-mêmes qui sont les porteuses de vie, les emmener à prendre conscience de l'importance de la vie qu'elles ont en elles et de bien s'en occuper lorsqu'elles reçoivent cette vie-là. Lors de cette rencontre, le district sanitaire de Tanda a raflé la majorité des prix, soit 3 sur 5, à savoir le trophée de la meilleure maternité obtenu par le centre de santé rural de Korobo dans le département de Tanda, celui de la meilleure sage-femme avec Kwasi Aou Edwige du centre de santé de Guendé, le prix de la meilleure direction départementale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Je pense que c'est vraiment un signe d'encouragement et ce n'est qu'un début. Et je pense que on nous amène à travailler davantage pour pouvoir mériter encore ces prix dans les autres années à venir. Le message que je veux lancer, c'est de demander à toutes mes collègues sages-femmes de travailler activement, d'aimer le métier de sage-femme. Ne deviens pas sage-femme qui le veut. Il faut l'amour, la patience, la douceur pour prendre en charge nos mamans. Les prix de la meilleure mère et du père ont été décernés respectivement à Mona Chassi Esther et Kamagate Ibrahim. Au total, 29 personnes ont été nominées avec 3 lauréats par catégorie. En tout, 12 lauréats ont été primés lors de cette célébration de l'excellence. Voilà, l'excellence à part aussi de la mise en application de certaines lois, tout comme la mesure d'interdiction de fumer dans les espaces publics et les transports publics. Des équipes du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et toute autre addiction ont effectué des contrôles inopinés dans certains points chauds de la capitale. On voit cela avec Didier Nguessan. Le Conseil des ministres du 15 janvier dernier a élargi l'interdiction de fumer la cigarette dans l'espace public et les transports en commun aux autres produits du tabac. Aussitôt décidé, les équipes du Programme national de lutte contre le tabagisme, PNLTA, conduites par Dr Kofi Nestor, sont sur le terrain. Dans ce maquis de la commune de Yopougon, le tabac sous toutes ses formes est consommé. Les clients de ces produits dérivés du tabac ne sont malheureusement pas les seuls à inhaler la fumée. Les autres clients exposés à la fumée deviennent des fumeurs passifs. Ils consomment du tabac sans en avoir l'intention et sont susceptibles de contracter les mêmes maladies que les fumeurs actifs. C'est pour limiter ces risques d'exposition au grand nombre que s'opèrent ces contrôles inopinés.
Dans cet autre espace récréatif de la commune de Cocody, à l'alcool se mêle la cigarette, un cocktail d'excitants auquel s'adonnent des clients de tout âge. La virée nocturne du PNLTA est fructueuse. Plusieurs chichas et cigarettes électroniques sont saisis et les tenanciers de ces espaces verbalisés. Ils encourent des amendes de 150 000 à 250 000 francs CFA et leurs clients fumeurs une amende allant de 5 000 à 100 000 francs CFA. Chaque année en Côte d'Ivoire, 5 000 personnes décèdent à cause du tabac selon le ministère de la Santé. Les patients tabagiques coûtent à l'État 28 milliards de francs CFA par an pour leur prise en charge. On s'arrête à présent sur ce don de matériel agricole et d'une ambulance à la communauté rurale de Diabo et Languibonou, don du ministre Jacques Assaoré-Conan, par ailleurs président du conseil régional de Gbeke, Kader Sogodogo. Des motos, des tricycles, des arrosoirs, des foyers écologiques, des broyeuses et des ustensiles de cuisine. Des dons du ministre Jacques Assaoré-Conan, par ailleurs président du conseil régional de Gbeke, aux populations de la sous-préfecture de Languibonou. Ce n'est pas tout. À Diabo, les populations bénéficient également de la même initiative du ministre Jacques Assaoré-Conan. En plus d'une ambulance pour le centre de santé de la localité, offerte par le président de la République. Dans la dynamique de l'amélioration du bien-être de ses administrés, le président du conseil régional de Gbeke a inauguré également une pompe à motricité humaine dans le village de Yomian-Kwadiokro. Le geste symbolique que j'ai fait, c'est une invite à vous associer, à travailler en coopérative. Mais quand vous êtes seul, vous êtes faible. Quand vous vous mettez ensemble, vous êtes solide. Je veux que d'ici un an, qu'on me dise qu'avec les 10 broyeuses, vous avez pu acheter 5 autres ou 10 autres broyeuses. C'est ce qu'on attend. En faisant ce geste, je voudrais vous encourager à entreprendre. Le ministre Jacques Assaoré-Conan inscrit ses actions dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a demandé que nous soyons proches de nos populations, que nous soyons à l'écoute de leurs besoins. Et toute cette activité que nous avons déployée aujourd'hui répond à ce souci. Être aux côtés de nos populations, répondre à leurs besoins. C'est ce que la population attend. À travers ces actions, les populations de la région de Gbeke voient une perspective d'amélioration permanente de leurs conditions en matière de développement. Les projecteurs de l'actualité braquent également sur la ville de Tiassalé. Tiassalé, en 1893, qui fut parmi les villes à référence en Côte d'Ivoire. La cité de l'Agnébi-Tiassa a été le premier cercle colonial, c'est-à-dire la plus petite unité de l'administration à l'époque des colons. Aujourd'hui, son héritage est en disparition. Maisons et vestiges coloniaux de Tiassalé, un héritage oublié, sujet signé Godefroy Okamawa. En venant d'Abidjan, vous ne pouvez pas entrer à Tiassalé sans passer par son majestueux pont. Long de 313 mètres et construit en 1934, il vous ouvre les portes de cette ville surnommée la Cité de la Symbiose. Mais derrière ce tableau à l'entrée de cette ville se cachent de véritables histoires. Tout commence en 1893 quand Tiassalé abrite le premier cercle colonial, en d'autres termes, les premières administrations publiques de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Cette maison coloniale-là, à l'époque, il était difficile aux Tiassaléens même d'y accéder. Parce que ces maisons étaient occupées par les colons. Et vous savez que nous autres, tout petits, nos parents, nous défendaient même d'approcher ces maisons-là. Parce qu'elles étaient habitées par les derniers colons que nous avons trouvés à notre naissance. C'est la grande désolation pour nous, notre génération. Parce que ces maisons coloniales-là sont abandonnées. À qui revenait la charge de les réhabiliter ou bien de les reprendre en main pour certaines activités, c'est le point d'interrogation. Une balade dans les ruelles du quartier colon, devenu quartier Tiassalé-Kro, nous permet de découvrir ce passé. Le camp fonctionnaire, où habitaient les premiers fonctionnaires, la gendarmerie, l'ancienne maison du commandant de cercle, devenue la résidence officielle du préfet. Cette bâtisse est aujourd'hui en réhabilitation.
À cela s'ajoute le premier cinéma, le débat Kadé, où transitaient les esclaves depuis le village de Kangazé, où une stèle a été érigée en leur mémoire. Autant de vestiges et de sites qui ont fait les beaux jours et qui renferment les douleurs du passé de Tiasalé. Témoin vivant de cette histoire, Ndakassi, 95 ans, ancien cadre de banque, aujourd'hui chef du village de Niamoué, garde encore des souvenirs. Avant tout se passait bien, en ce terme que la population s'attendait. Et après les indépendances, il y a eu une cassure totale. Avant, toutes les maisons de commerce qui se trouvaient à Abidjan, tout était représenté ici. Puisque Tiasalé était la porte même d'entrée de tout ce qui va jusqu'au nord. C'est par Tiasalé que Benjé a tracé la route jusqu'au nord. À l'instar du quartier France dans la commune de Grand Bassam, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, les populations de Tiasalé rêvent de voir leur cité inscrite au même titre. Vraiment, on fait appel, on demande pardon au ministre de la Culture de faire un tour à Tiasalé, d'où sont partis la plupart des premiers fonctionnaires. Parce que après Bassam, Tiasalé doit être inscrit aussi au patrimoine de l'UNESCO. Tiasalé garde encore les traces de son histoire. Avec les travaux initiés par le gouvernement, la ville est en pleine renaissance. Des actions qui impacteront sûrement le développement de la cité par ricochet, la réhabilitation de ces bâtisses coloniales vieilles de plus de 130 ans. Voilà, Tiasalé, maisons et vestiges coloniaux, un héritage oublié, sujet signé Godefroy Okambawa. Dans l'enseignement technique, 5 nouveaux lycées professionnels intègrent des formations en solaire photovoltaïque. C'est l'aboutissement d'un projet porté par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en partenariat avec l'Union européenne. On voit cela avec Ahmed Traoré. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet de développement du marché et de promotion de l'emploi. Dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité en Côte d'Ivoire. Un projet mis en place par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et visant 5 lycées professionnels, à savoir les lycées de Daokro, Man, Abengourou, Boaké et Gagnoa. Ce projet est important parce qu'on parle d'efficacité énergétique, de mix énergétique. Il s'agit aujourd'hui de produire l'énergie autrement et de l'énergie qui va moins polluer l'environnement. Et donc pour arriver dans ce paradigme nouveau, il va falloir avoir des techniciens, des ingénieurs, du personnel qualifié. Un projet mené de bout en bout par la coopération allemande, elle-même mandatée pour sa mise en œuvre par l'Union européenne. Ce projet est fondamental parce qu'il représente la contribution de l'Union européenne avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour soutenir le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans le pays, en application totale, bien évidemment, des engagements pris par le gouvernement pour la lutte contre le changement climatique. Et de notre part, c'est une très belle illustration de la collaboration de l'Union européenne via sa stratégie soutenable que nous appelons Global Gateway. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a adressé ses remerciements à la responsable du projet et à son équipe pour le travail accompli, en vue de la mise en place de ce projet qui introduit dans son dispositif une offre de formation en énergie renouvelable comprenant plusieurs objectifs. Et puis le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire a présenté ce vendredi au grand public le 4e numéro de son magazine Aux Mines. Objectif, promouvoir et renforcer la visibilité du secteur minier ivoirien. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau. Juliette Ouya nous en parle. Les métaux rares, au centre de ce 4e numéro de Aux Mines, magazine créé par le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, le GPMCI. Ces matières premières, dont la bauxite, le cobalt, le nickel et le chrome, constituent l'une des richesses du sous-sol ivoirien. Ces ressources permettront non seulement d'accroître les recettes fiscales de notre pays, mais aussi de positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur dans la chaîne d'approvisionnement mondial des technologies vertes,
Un objectif qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Dans ce 4e numéro de Homine, plus de 100 pages en français et en anglais pour montrer l'évolution de l'écosystème minier ivoirien. Les mines, secteur pourvoyeur de plus de 20 000 emplois directs et contribuant à ce jour pour 4% au produit intérieur brut du pays. Pour maximiser les retombées économiques et sociales de ce secteur, nous devons poursuivre nos efforts en matière d'information, de sensibilisation. Et c'est précisément à ce niveau-là que Homine joue un rôle extrêmement important en assurant une diffusion qualitative et efficace de l'information pour mieux faire connaître le secteur, pour stimuler les intérêts, mais surtout continuer d'amplifier le dialogue qualitatif qui doit exister entre tous les acteurs de ce secteur-là. Créé en 2016 et publié en 3000 exemplaires gratuits, le magazine Homine paraît tous les 3 mois. Prenons la direction de l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, suivant la cérémonie de dédicace commune de 12 ouvrages des professeurs d'université, initiés par les nouvelles éditions Balafon. Yves Niazalé, de Vissoyo. 12 ouvrages, 12 auteurs et une seule passion, celle de l'écriture. Ces œuvres littéraires sont mises à l'honneur à cette cérémonie de dédicace initiée par les nouvelles éditions Balafon. Je me suis intéressé à un domaine pour trouver une voie ou des voies qui soient plus adaptées à notre façon de voir, à notre façon de vivre. Les limites du rationalisme scientifique en matière politique, c'est que pour analyser ces deux espaces, il y a ce qu'on appelle la nature et de l'autre côté, les sciences qui s'intéressent aux sociopolitiques. Pour les initiateurs, l'objectif de cette cérémonie dépasse la simple présentation des ouvrages. Nous avons fait des dédicaces individuelles et on s'est rendu compte que le nombre grandissant, qu'il était important de trouver un cadre pour pouvoir faire cette dédicace groupée qui non seulement permet de présenter ces écrits importants à la communauté universitaire, mais également de créer ce qu'on appelle un dialogue entre les auteurs. Madame la Présidente voulait ici et maintenant dire merci à tous ces écrivains. Elle voulait aussi féliciter le professeur David Soro et son équipe qui organisent régulièrement ce genre de cérémonie pour que le monde intellectuel s'invite de plus en plus à laisser des traces. Ces 12 ouvrages sont signés par des éminents professeurs et experts dans plusieurs domaines d'activité. Et la dernière actualité nationale nous mène à Akakro, département de Bongouanou, avec le Plomplon Festival, ou la célébration de l'igname chez le peuple Agni dans le Morono. Cette année, le Plomplon Festival a eu lieu du 19 au 21 janvier dernier, avec en prime la cohésion sociale et la promotion de la culture autour de l'igname. Siakakone. Durant 3 jours, Akakro et la région du Morono étaient au rendez-vous du Plomplon Festival. Danse traditionnelle, dégustation de mets, présentation des techniques de conservation d'igname étaient au menu. Une initiative de Sa Majesté Tano Atoukla qui entend promouvoir la culture Agni autour de l'igname, tubercule très prisé dans la région. Le Plomplon Festival s'arc-boute sur des valeurs qui incarnent nos villages, à savoir la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, l'amour, la tolérance. Le représentant départemental de la culture s'est dit ému et salue cette initiative, élément fédérateur à la portée de la région. On y va de la sauvegarde et de la promotion de nos us et coutumes. C'est un événement à saluer. Je salue déjà les initiateurs pour l'événement et aussi pour l'initiative. Temps fort de cette édition, la visite des stands d'igname et de la forêt sacrée. Activités sportives, vente aux enchères d'igname, concours culinaires et autres compétitions ont égayé les participants. Les peuples qui se développent, ce sont des peuples qui ont de la mémoire, qui se souviennent de leur culture et qui les valorisent. Merci à ceux-là qui pilotent cette fête d'igname. Faisons de cette célébration un symbole de renouveau. Chantons, dansons et pardonnons, car en réconciliant nos cœurs, nous bâtissons
un Akakro plus fort et plus solidaire. Fini le Klonglong Festival 2024 avec la ferme volonté des organisateurs d'en faire désormais l'instrument de cohésion sociale, de promotion touristique et culturelle du Moronou. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Moyen-Orient, Israël va libérer 737 prisonniers palestiniens en échange de celles de premiers otages israéliens. Lors de la première phase de l'accord de trêve dans la bande de Gaza approuvé ce samedi par le gouvernement israélien. Parmi les prisonniers appelés à être libérés se trouve Zakaria Zubeidi, responsable de plusieurs attentats contre des civils israéliens et ex-leader des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du parti Fatah qui s'était évadé d'une prison israélienne en 2021. Voilà qui marque la fin de ce 13h. Très belle journée. Dieu nous garde.